Mon père m'a demandé. Pourquoi es-tu venu en taxi? Le SUV que je t'ai offert pour ton anniversaire est en panne? Mon mari m'a coupé en disant. Cette voiture appartient maintenant à ma mère, elle en a plus besoin que nous. Alors mon père. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Je m'appelle Claire Dumas, j'ai 32 ans, et ce jour-là, alors que la pluie battait les vitres du taxi qui m'amenait à Lyon, je n'avais pas encore trouvé le courage de dire à ma famille que mon mariage s'effritait lentement depuis des mois, sous le poids des silences et des décisions unilatérales. Installée à Paris depuis notre union, j'avais laissé derrière moi les ruelles familières, les regards francs de mes cousins, et cette chaleur lyonnaise qu'aucune lumière parisienne n'avait su remplacer. Chaque retour ici ressemblait à une confession que je n'étais pas prête à faire, surtout dans une famille où tout se sait, tout se commente, et où les nouvelles circulent comme le vin rouge à table, librement et sans filtre. En entrant dans la ville, mon cœur battait plus vite, non pas de joie, mais d'un pressentiment que quelque chose allait enfin éclater. Car dans cette famille, rien ne reste jamais caché bien longtemps. Ce dimanche-là, je suis arrivée en taxi devant la maison de mes parents, maquillée avec soin, robe crème repassée au millimètre, mais les mains moites et le souffle court. Je m'étais regardée dans le rétroviseur du taxi jusqu'à la dernière minute, tentant de me convaincre que je pouvais jouer encore un peu le rôle de l'épouse comblée. Derrière le portail, j'entendais déjà les rires étouffés et les couverts qui s'entrechoquaient, ils m'attendaient. Je me suis redressée, j'ai payé en silence, et j'ai souri au chauffeur, comme si ce geste simple n'était pas un aveu déguisé. Car moi-même, je ne savais plus très bien si je fuyais ou si je rentrais chez moi. À peine la porte franchie, mon père m'a accueilli avec un froncement de sourcils rapide, presque imperceptible pour les autres, mais pour moi, c'était une alerte. Ses yeux ont glissé sur mes mains vides, puis à travers la fenêtre, vers la rue, où le taxi disparaissait déjà au coin du boulevard. Il n'a pas posé de questions tout de suite, mais son regard disait tout, il se souvenait parfaitement du SUV qu'il m'avait offert pour mes 30 ans. 3 mois seulement, et cette voiture n'était déjà plus là. Il avait toujours eu ce don de comprendre avant même qu'on ouvre la bouche. Pourquoi tu viens en taxi? Ta voiture est en panne, a-t-il demandé d'un ton neutre, presque poli, mais je sentais que la question était beaucoup plus chargée qu'il n'en avait l'air. Ma mère, elle, s'activait en cuisine, feignant de ne pas entendre, mais ses gestes étaient plus nerveux qu'à l'habitude. Mon frère haussa un sourcil, prêt à plaisanter, mais quelque chose dans l'ambiance l'en dissuada. Mon mari, lui, était déjà installé à table, comme s'il n'avait rien vu, rien compris. Et moi, je sentais mon ventre se nouer, la vérité était sur le point d'éclater, et je n'étais pas prête. Avant même que je trouve une réponse, mon mari leva la tête de son assiette et dit d'un ton sec, presque agacé, « Cette voiture est à ma mère maintenant. Elle en a plus besoin que nous. » Une phrase balancée comme un fait divers, sans émotion, sans regard vers moi, comme s'il annonçait la météo. Le silence tomba dans la pièce comme une lame froide, et j'entendis ma tante cesser de couper son pain. Mon père ne répondit pas tout de suite, mais je sentis son corps se tendre à côté de moi. Moi, j'étais clouée sur place, comme si mes pieds s'enracinaient dans le carrelage. Je suis restée figée, incapable de prononcer un mot, car c'était la première fois que j'entendais cette décision. Il ne m'en avait jamais parlé, pas même à demi-mot, pas même dans un de ces échanges muets que seuls les couples en crise comprennent. Offrir ma voiture à sa mère, c'était plus qu'un choix pratique, c'était un message, une humiliation volontaire. Et le dire ici, devant tous, c'était une gifle publique. Je n'avais jamais su à quel point il pouvait me mépriser sans même lever la voix. Mon père, toujours assis à ma gauche, m'a regardé longuement, sans dire un mot. Il n'avait pas besoin de parler, ses yeux, eux, criaient une colère sourde que seuls ceux qui l'aimaient pouvaient reconnaître. Ce n'était pas la colère bruyante, explosive, c'était celle qui ronge de l'intérieur, qui prépare une réaction froide et déterminée. Je le connaissais assez pour savoir que quelque chose venait de se briser en lui aussi. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je n'étais peut-être pas aussi seule que je le pensais. Il n'a pas crié, il n'a pas levé la voix, il n'a même pas changé de ton.
Il a simplement baissé les yeux vers sa tasse de café, l'a prise calmement, et a dit « Ah, d'accord ». Cette phrase, si banale en surface, était un couperet dans la bouche de mon père. Elle sonnait comme une fin de chapitre, une clôture silencieuse. Tout le monde autour de la table semblait retenir son souffle, suspendu entre le non-dit et l'explosion imminente. Et moi, je ne savais plus où regarder. Sous la table, alors que ma mère apportait le gratin et que les conversations reprenaient faiblement, il sortit discrètement son téléphone. Aucun mot, aucun geste brusque. Il tapa un message rapide à l'attention de son entreprise, qui, je le savais, restait légalement propriétaire du SUV offert. Je vis à peine son pouce bouger, mais je sentis le poids du moment. C'était le genre de geste minuscule qui déclenche une avalanche. Et je compris, sans le dire, qu'il venait d'ouvrir une porte que personne ne pourrait refermer. Ce petit geste allait déclencher toute la suite de l'histoire. Pas seulement une voiture reprise, pas seulement une question de fierté ou de bien. Ce qu'il venait d'envoyer, c'était un message silencieux, mais puissant, qui annonçait que le respect avait des limites. Que dans cette famille, on pouvait pardonner beaucoup, mais pas l'humiliation gratuite d'un enfant. Et surtout pas celle de sa propre fille, devant toute la table, devant tout le sang. Pendant ce temps, mon mari se pavanait, insouciant, prenant des airs d'homme raisonnable, expliquant aux autres qu'il fallait faire des choix logiques en couple. Il riait avec mon cousin, parlait de fiscalité, de budget, comme s'il venait de gérer une entreprise et non de piétiner son épouse. Il ne voyait rien, ne sentait rien, comme s'il était immunisé contre la tempête qui grondait. À ce moment-là, je me suis dit qu'il n'avait jamais compris ce qu'était une famille comme la mienne. Et qu'il allait bientôt le découvrir. Moi, je luttais pour retenir mes larmes, planté entre deux mondes, celui que je tentais désespérément de préserver et celui qui s'écroulait sans prévenir. Je sentais la brûlure dans ma gorge, cette pression dans la poitrine qu'on connaît quand on doit avaler une vérité trop lourde. Je me sentais effacée, comme si je n'étais plus qu'un décor dans ma propre vie, une figurante dans leur petit théâtre familial. Aucun regard vers moi, aucun mot pour m'inclure. Et dans ce silence, j'ai compris que mon absence importait autant que ma présence, pas du tout. Mon père posa alors une main sur mon épaule, un geste rare, presque solennel, et il murmura, si bas que seul moi pouvais l'entendre, « Ma fille, laisse faire. Tout va s'équilibrer. » Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Ce n'était pas une promesse en l'air, ni une consolation de circonstance. C'était une déclaration de guerre douce, mais irréversible. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti une force derrière moi, discrète, mais inébranlable. Je n'avais aucune idée de ce qu'il préparait réellement, ni jusqu'où il était prêt à aller. Mon père n'était pas un homme de vengeance facile, il choisissait ses batailles, les menait dans le silence, et frappait là où personne ne s'y attendait. Il n'était pas guidé par la colère, mais par une logique presque implacable, celle de la justice intime. Et ce jour-là, sans rien dire à personne, il avait décidé que mon humiliation ne resterait pas impunie. Mais moi, je continuais à sourire, ignorant que le compte à rebours avait commencé. Plus tôt dans la matinée, pendant que nous dressions la table à Lyon, ma belle-mère avait pris le SUV pour aller flâner dans un centre commercial à Boulogne. Elle l'avait fait laver le matin même, le cuir brillait, la carrosserie scintillait, et elle roulait avec l'arrogance tranquille de ceux qui ne doutent de rien. Elle adorait s'y montrer, comme si chaque virée était une démonstration de statut, un spectacle qu'elle organisait pour les autres. Le logo de l'entreprise sur les plaques ne la gênait même pas. Pour elle, tout ce qui venait de son fils lui appartenait de droit. Elle se vantait auprès de ses amis que son fils prenait toujours soin d'elle avant tout le monde, en insistant bien sur le mot avant. À ses yeux, j'étais une présence secondaire, tolérée mais jamais légitime, une pièce rapportée qui avait eu la prétention de partager son trône. Elle riait fort, montrait les options du véhicule, parlait de voyages à venir et de sorties prévues, comme si sa place dans la famille n'avait jamais été discutée. Elle avait le triomphe facile, mais la mémoire courte. Et ce matin-là, elle savourait un luxe qu'elle croyait éternel.
Mais ce qu'elle ignorait complètement, c'est que le véhicule possédait un GPS professionnel relié directement au système de gestion de la société. Chaque mouvement, chaque arrêt, chaque kilomètre parcouru était enregistré, analysé, tracé. Le SUV, bien que offert, restait officiellement un bien d'entreprise, avec toutes les obligations et les règles que cela impliquait. Et surtout, toute utilisation non autorisée pouvait être annulée en une seule instruction. Mon père, lui, n'oubliait jamais les détails juridiques, c'était sa manière de rester maître du jeu. Vers 11 heures, 2 employés discrets de la société arrivèrent au parking du centre commercial. Ils n'étaient pas en uniforme, mais leur posture ne laissait aucun doute, ils étaient là pour une mission précise. Ils repérèrent immédiatement le SUV, garé bien en évidence, avec son cuir encore humide de lustrage et ses vitres teintées. Ils échangèrent quelques mots, sortirent une tablette, vérifièrent le numéro de série, puis déclenchèrent la procédure prévue dans ce genre de cas. Rien de brutal, tout était conforme, propre, professionnel. La voiture était là, impeccable, alignée entre 2 berlines familiales, mais utilisée sans la moindre autorisation. Selon les termes du contrat signé avec l'entreprise, seul mon nom figurait comme bénéficiaire du véhicule. Aucun transfert n'avait été validé, aucun usage externe ne pouvait être justifié. Pour la société, il s'agissait simplement d'un bien en situation irrégulière. Et en pareil cas, la marche à suivre était simple, récupération immédiate, sans confrontation inutile. L'ordre venait d'en haut, et il ne se discutait pas. Conformément aux procédures internes et au droit français, ils commencèrent à la récupérer immédiatement, sans un mot de trop. Ouverture électronique, vérification des papiers, activation du protocole d'alerte au siège, tout se déroulait avec une précision presque clinique. En quelques minutes, le véhicule était prêt à être déplacé, sécurisé, réintégré dans le système. Aucun drame, aucun cri, du moins, pour l'instant. Car il savait que le vrai choc allait arriver au moment précis où l'illusion de propriété se briserait. Lorsque ma belle-mère sortit du centre commercial, souriante, plusieurs sacs de marque au bras, elle mit quelques secondes à comprendre ce qui se passait. 3 hommes autour de sa voiture, l'un en train de vérifier les pneus, un autre qui rangeait des papiers, et le 3e qui connectait le véhicule à une rampe de remorquage. Elle accéléra le pas, son talon claqua sur le béton, et son visage changea brutalement. La scène devant elle n'avait aucun sens, et pourtant, elle sentait déjà que quelque chose venait de lui échapper. Elle hurla, le visage déformé par l'incompréhension, « Mais enfin! Cette voiture est à moi! Qu'est-ce que vous faites ?» Sa voix résonna dans tout le parking, stridente, choquée, incapable d'accepter la réalité qui s'imposait à elle. Ses sacs glissèrent presque de ses bras tandis qu'elle avançait vers eux d'un pas saccadé, les yeux écarquillés. Les employés se retournèrent calmement, habitués à ce type de scène, mais déterminés à ne pas entrer dans le jeu de l'émotion. Pour eux, il ne s'agissait que d'une procédure à exécuter, et non d'un drame personnel. Les employés restèrent impassibles, leurs gestes précis et professionnels, comme s'ils avaient appris à se blinder contre l'agitation des autres. L'un d'eux s'avança légèrement, les mains visibles, le ton neutre, « Madame, le véhicule appartient à la société. Nous le reprenons, conformément à la directive reçue ce matin. » Il ne la regardait pas avec mépris, juste avec la distance froide de ceux qui obéissent à une autorité supérieure. Elle tenta de protester, de dire qu'elle connaissait très bien le patron, que c'était une erreur. Mais rien n'y faisait, le dossier était clos. Autour d'elle, les gens commencèrent à s'arrêter. Une femme avec une poussette ralentit, un jeune homme sortit son téléphone, une vendeuse s'approcha à demi cachée derrière la vitre d'une boutique. Le spectacle, en pleine journée et dans un lieu si fréquenté, attirait les curieux comme un feu attire les papillons. Certains filmaient déjà discrètement, devinant qu'il assistait à quelque chose d'inattendu. Et au milieu de cette foule invisible, elle, l'ancienne reine de façade, se retrouvait exposée sans défense. L'humiliation fut si brutale que son visage se vida de toutes couleurs. Ses mains tremblaient, sa voix se perdit dans un murmure confus, et elle recula d'un pas, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds.
Elle tenta encore de formuler une objection, mais ses mots se coinçaient dans sa gorge. Elle comprenait enfin que rien ne lui appartenait vraiment, que tout avait été toléré, prêté, jamais acquis. Et pour une femme comme elle, habituée à imposer sa volonté, cette perte de contrôle était pire qu'une gifle. Elle tenta d'appeler mon mari, encore et encore, son doigt tapant nerveusement sur l'écran, mais il ne répondit pas. À des centaines de kilomètres, il discutait tranquillement avec mes cousins, un verre à la main, persuadé que la journée se déroulait sous son contrôle. Son téléphone vibrait dans sa poche, mais il l'ignorait, préférant se donner des airs de stratège familial, sûr de lui, presque arrogant. Il ne savait pas encore que l'échiquier venait de basculer. Et que cette fois, ce n'était pas lui qui tenait les rênes. De mon côté, je continuais à sourire poliment à table, répondant aux questions de mes tantes, parlant des petites choses du quotidien, complètement inconsciente de ce qui se déroulait. J'avais appris à faire bonne figure, à cacher le désordre derrière une élégance maîtrisée. Mon mari plaisantait, riait, passait de l'un à l'autre comme un acteur en représentation. Personne ne se doutait que l'équilibre de notre couple avait déjà volé en éclats. Et pourtant, à cet instant précis, tout se mettait en place pour que la vérité éclate enfin. Mon père, lui, ne mangeait presque pas. Il observait mon mari avec une concentration silencieuse, presque clinique, comme un joueur d'échecs qui anticipe les 3 prochains coups. Son calme était plus pesant que n'importe quelle accusation. Il ne parlait pas, il enregistrait. Chaque mot, chaque geste, chaque rictus de suffisance était absorbé par son regard d'acier. Et moi, assise à côté de lui, je sentais que le moment approchait, ce moment précis où les masques tombent. Quand mon mari reçut enfin l'appel de sa mère, son visage changea instantanément. Il pâlit d'un coup, posa son verre sans y penser, et se leva brutalement de table. Son regard chercha un coin tranquille, il murmura « Excusez-moi » sans conviction, puis disparut dans le couloir. Le ton de sa voix monta d'un cran dès qu'il décrocha, trahissant une panique mal maîtrisée. Pour la première fois depuis longtemps, il ne contrôlait plus la narration de sa propre histoire. Il parlait vite, les phrases coupées, les mains dans les cheveux, incapable de rester immobile. Sa mère criait à l'autre bout du fil, il répétait « Calme-toi, je vais gérer », mais il ne croyait déjà plus à ses propres mots. La voiture, saisie. Les gens, les vidéos, les humiliations. Il comprenait l'ampleur du désastre sans pouvoir le contenir. Et tout à coup, il réalisa que ce n'était pas une erreur de logistique. C'était un message. Mon père, de retour à table comme si rien ne s'était passé, nous invita à poursuivre le repas dans la bonne humeur. Il servit un peu de vin à ma tante, fit une remarque légère sur le rôti, comme s'il n'y avait aucune tension dans l'air. Son ton était posé, presque joyeux, mais ses yeux brillaient d'une lucidité froide. Il n'avait pas besoin de spectacle. Il savait que la vérité, parfois, n'a pas besoin de cris pour faire trembler les fondations. Quelques minutes plus tard, mon mari revint dans la salle à manger, le visage fermé, les mâchoires crispées, les yeux injectés de colère contenue. Il se planta devant moi sans même me regarder en face, puis, à voix haute, devant tous les invités, lança « Ton père a fait saisir la voiture. Il a ruiné notre journée. Tu es ingrate. » La pièce se figea. Ma tante posa lentement sa fourchette, mon cousin baissa les yeux, et moi, je ne bougeais pas. C'était comme si le temps s'était suspendu, juste assez pour que chacun sente que quelque chose d'irréversible venait de commencer. Je ne comprenais absolument rien, ou plutôt, je faisais semblant de ne rien comprendre, car au fond de moi, une vérité douloureuse remontait lentement à la surface. Il m'accusait avec une rage que je ne lui avais jamais vue, comme si le simple fait que les choses lui échappent le rendait fou. Et au lieu de chercher des explications, il m'utilisait comme bouc émissaire, comme si j'étais responsable de ses choix absurdes. Mon père, toujours assis, posa alors calmement sa serviette sur la table. Ce simple geste coupa net le souffle de toute la pièce. Ce véhicule appartient à mon entreprise. Ta mère l'utilisait sans autorisation. Point final, déclara-t-il avec une clarté glaciale, sans hausser la voix, mais avec une autorité que personne n'osa contester.
Il ne regardait même pas mon mari, comme si ce dernier n'était déjà plus digne de son attention. Sa voix, pourtant calme, était plus tranchante qu'un cri. Et dans son silence après cette phrase, il y avait une sentence déjà prononcée. Le malaise était palpable, chacun retenait son souffle. Mon mari frappa alors la table, violemment, faisant sursauter plusieurs convives, renversant presque son verre. Il n'avait aucun droit. Cette voiture était à nous, cria-t-il, incapable de cacher son agitation. Il ne parlait plus comme un homme, mais comme un enfant pris sur le fait, incapable d'assumer. Son masque s'effritait à vue d'œil, dévoilant la fragilité d'un ego blessé. Et plus il parlait, plus il perdait le peu de dignité qu'il lui restait devant ma famille. Mon père le regarda alors pour la première fois depuis le début de l'échange, le visage dur, les yeux calmes mais impénétrables. C'était un véhicule professionnel, et tu le savais, dit-il d'un ton glacial, presque mécanique, comme s'il énonçait une clause de contrat. Aucun affect, aucune émotion, juste un rappel de fait que personne ne pouvait nier. C'était sa manière de clore la discussion sans appel. Et dans ce ton si froid, il y avait une force inébranlable. Le silence tomba d'un coup, massif, comme une chape de plomb sur la table. Plus personne n'osait parler, ni bouger, de peur de réveiller la tempête ou de s'y retrouver mêlé. On n'entendait plus que le bruit des couverts déposés, des respirations retenues, et le tic-tac de l'horloge au mur. J'avais l'impression d'être suspendu entre deux mondes, celui d'avant, où je restais invisible, et celui d'après, où enfin quelqu'un parlait pour moi. Et dans ce silence, je sentis que quelque chose venait de basculer à jamais. Mon père se recula légèrement dans sa chaise, croisa les bras, puis, d'une voix ferme, lâcha la phrase qui fit tout voler en éclats. « À partir d'aujourd'hui, tu es licencié. Je ne veux pas d'un homme déloyal et manipulateur dans ma société. » Personne ne bougea. La phrase résonna dans l'air comme un coup de tonnerre. Mon mari, figé, sembla perdre pied instantanément. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il se figea complètement, les traits tirés, incapable de comprendre si ce qu'il venait d'entendre était réel ou non. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter pour lui, comme si tout l'édifice qu'il s'était construit venait de s'effondrer en une seule phrase. Son regard chercha du soutien, mais aucun ne vint. Même ceux qui, habituellement, lui souriaient, gardaient désormais les yeux baissés. C'était la chute brutale de quelqu'un qui avait oublié d'où venait sa place. Et tu rends aussi la voiture de fonction, évidemment, ajouta mon père, sans laisser le moindre espace pour la négociation. Chaque mot qu'il prononçait était comme une lame précise, sans colère, mais sans pitié. Il ne cherchait pas à humilier, il énonçait des faits, et c'était encore plus violent. Mon mari tenta un mouvement de protestation, mais son corps lui-même semblait le trahir. Il n'avait plus de prise, plus d'arguments, plus d'arrogance. Il murmura, d'une voix à peine audible, presque tremblante, « Mais, et mes avantages ?» Comme s'il cherchait désespérément une porte de sortie, un filet de sécurité, quelque chose qui lui prouverait que tout cela n'était pas si grave. Mon père le fixa, droit dans les yeux, sans hausser le ton, tous supprimés. Dès aujourd'hui. Cette réponse, nette, tranchante, sonna comme un point final. Et dans le silence qui suivit, je sus que mon père venait de me rendre une liberté que je n'avais jamais osé réclamer. Mon mari ne dit plus rien. Il resta là, debout, figé comme un homme dont le sol venait d'être arraché sous les pieds. Son visage était pâle, ses mains tremblaient légèrement, mais il essayait encore de garder une contenance, en vain. Plus aucune arrogance, plus aucun sourire, juste ce vide qui envahit les hommes qui perdent tout d'un coup. Il ne savait plus s'il devait parler, fuir ou supplier. Mon père, sans même lui laisser un instant de répit, ajouta, « Et tu rends aussi la voiture de fonction, évidemment. » Il n'y avait aucune agressivité dans sa voix, juste une logique implacable, celle d'un homme qui rétablit les comptes. Mon mari hocha la tête, lentement, comme s'il tentait de digérer cette succession de pertes. Il n'était plus qu'un homme nu face aux conséquences de ses actes. Et dans ses yeux, je vis poindre quelque chose de nouveau, la peur. Il murmura, comme un enfant pris en faute, « Mais, et mes avantages ?
Sa voix n'était plus assurée, elle avait perdu toute autorité, tout poids. Il s'accrochait à ce qu'il pouvait encore sauver, comme si quelques privilèges pouvaient lui servir de bouée. Mais la réponse arriva, nette, définitive, sans appel. Et dans cette humiliation muette, il découvrait ce que c'était, vraiment, de ne plus avoir le contrôle. Tous supprimés, répondit mon père. Dès aujourd'hui. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. Ce n'était pas une punition, c'était une libération de responsabilité, une fermeture de porte, scellée. Mon mari ne trouva pas la force de répondre. Il baissa la tête, et pour la première fois, se tut. Pendant ce temps, le téléphone de mon mari vibrait encore, inlassablement. Ma belle-mère appelait en boucle, incapable d'affronter seule la catastrophe qu'elle venait de vivre. Mais il n'osa pas décrocher. Il savait qu'il n'aurait rien à lui dire, aucune explication à offrir, aucun secours à proposer. Lui-même était en train de sombrer, lentement, sous ses propres ruines. À partir de ce moment, tout commença à s'effondrer pour lui et pour sa mère, comme un château de cartes bâti sur des privilèges illusoires. Ils avaient cru pouvoir s'installer confortablement dans une vie qui ne leur appartenait pas vraiment. Mais l'heure était venue de payer, et l'addition était salée. Rien ne serait plus comme avant. Et pour une fois, ce n'était pas moi qui en payais le prix. Ils perdirent le train de vie confortable qu'ils avaient grâce à l'entreprise familiale. Les dîners chics, les voyages faciles, les cadeaux somptueux, tout cela disparut en quelques jours. Les comptes furent clôturés, les avantages supprimés, les accès bloqués. Et avec eux, la façade de réussite qu'ils affichaient avec tant de fierté. Le retour à la réalité fut brutal. Plus de voitures, plus de cartes essence, plus d'avantages, plus de dépenses couvertes. Ils durent réapprendre à vivre avec leurs propres moyens, ou plutôt avec l'absence de moyens. Chaque dépense devenait une source d'angoisse, chaque facture une menace. Et moi, silencieuse, je regardais de loin la chute de ce petit empire bâti sur l'abus. Je n'avais rien provoqué, mais tout en moi criait « Justice ». Les dettes s'accumulèrent rapidement. Le loyer, les crédits, les assurances, les frais de carte, tout s'entassa sans qu'ils puissent suivre. Leur niveau de vie ne correspondait plus à leur réalité, et les excuses ne suffisaient plus. Les appels des créanciers se faisaient plus insistants. L'argent, autrefois source de sécurité, devenait leur pire cauchemar. Et je n'étais plus là pour les protéger. Il commença à me blâmer pour tout, incapable d'assumer ses erreurs, préférant transformer ses échecs en accusations. Selon lui, j'étais froide, distante, complice de mon père, une traîtresse. Il refusait de voir la vérité, il avait tout détruit lui-même, par orgueil et par calcul. Ses mots devenaient plus violents, ses reproches plus amers. Et moi, je restais en silence, mais plus par peur, par détachement. Je me taisais, jusqu'au jour où j'ai compris que ma vie avec lui n'avait plus aucun sens. Il ne restait plus rien de ce que nous avions été, juste des débris de promesses non tenues, de mépris répétés, de solitude à deux. Chaque mot qu'il prononçait me blessait un peu moins, parce que je ne l'écoutais déjà plus. Ce n'était plus de la tristesse, c'était du vide. Et dans ce vide, j'ai trouvé la décision que je n'osais pas nommer, partir. J'ai demandé le divorce. C'était irrévocable. Je ne voulais pas de drame, pas de discussion, pas de retour en arrière. J'avais passé trop de temps à me justifier, à me plier, à espérer des changements qui ne venaient jamais. Maintenant, je voulais juste reprendre ma vie en main. Et cette fois, ce serait sans lui. Quand il reçut les papiers, il entra dans une rage folle, les mains tremblantes, les mots déformés par la colère. Il hurlait que je n'avais pas le droit, que j'étais ingrate, que je le détruisais. Il disait que je ne pourrais jamais vivre sans lui, que j'étais incapable d'exister seule. Il criait fort, mais il ne voyait pas que je ne tremblais plus. Ces menaces étaient les armes d'un homme déjà perdu. J'ai ri. Un rire court, sec, presque involontaire. Cela faisait des années que je payais 90% des dépenses du foyer, que je compensais ses choix, que je maintenais notre vie à flot.
Il se pensait indispensable, alors qu'il était devenu un poids. Ce rire, c'était la première fissure dans l'image qu'il avait de lui-même. Et moi, pour la première fois, je ne m'en excusais pas. Avec mon avocate, j'ai bloqué tous les accès financiers liés à mes comptes. Je n'ai pas hésité. Chaque mot du contrat avait été étudié, chaque mouvement préparé. Je voulais que ce divorce soit net, juste, et sans retour possible. Il n'aurait plus jamais le pouvoir de gérer ce qui m'appartenait. Et cette fois, tout serait à mon nom, clairement, légalement, définitivement. Il tenta de contester, persuadé qu'il trouverait une faille, une clause oubliée, un avantage caché. Mais la réalité était implacable, tout était à mon nom, payé avec mon salaire, déclaré sur mes impôts. Il ne pouvait rien prouver, car il n'avait jamais rien construit. Il croyait avoir joué la partie, mais il n'avait jamais eu les cartes. Il n'était qu'un figurant dans une histoire qu'il prétendait écrire. J'ai pu prouver devant le juge que j'assumais quasiment toutes les charges du ménage. Factures, loyer, assurance, courses, voyages, tout passait par mes relevés bancaires. Il ne restait rien à son nom, aucun acte, aucun paiement significatif. Ce jour-là, dans la salle d'audience, son silence fut plus éloquent que tous ses mensonges. Et moi, j'ai simplement dit la vérité. Le tribunal fut clair, je ne lui devais absolument rien. Pas de pension, pas de compensation, pas de part sur mes biens. Le jugement fut prononcé rapidement, comme une formalité, tant les faits parlaient d'eux-mêmes. Il voulut protester, mais son avocat lui fit signe de se taire. Il n'y avait plus rien à sauver. Et moi, je repartis libre, plus droite que jamais. Le divorce fut prononcé rapidement. Il perdit tout. Moi, je retrouvai ma paix. Ce n'était pas une victoire éclatante, mais une délivrance profonde, un soulagement silencieux. J'ai refermé la porte d'un chapitre qui m'avait vidé, et j'ai senti l'air revenir dans mes poumons. Ce n'était pas la fin d'un amour. C'était la fin d'une illusion. Quelques mois plus tard, lui et sa mère durent déménager dans un quartier beaucoup plus modeste. Fini les immeubles haussmanniens, les balcons fleuris, les livraisons de champagne. Ils avaient atterri dans un appartement sombre, sans ascenseur, sans standing, sans public à impressionner. Plus personne ne les appelait, plus personne ne les enviait. Et cette fois, personne ne venait les sauver. On m'a raconté qu'elle pleurait en disant qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre une telle humiliation. Elle qui passait ses après-midi à critiquer les autres femmes, se retrouvait seule dans une cuisine sans lave-vaisselle, avec des murs trop fins et des voisins trop proches. Sa fierté s'était effondrée avec le marbre de son ancienne salle de bain. Elle disait que c'était injuste, que tout cela était une erreur. Mais dans cette nouvelle vie, personne ne l'écoutait plus vraiment. Et lui répétait que sa plus grande erreur avait été de défier mon père. Il disait ça à voix basse, comme une confession honteuse, sans jamais prononcer mon prénom. Ce n'était plus de l'orgueil, c'était du regret mal formulé, mal digéré. Il avait compris trop tard que tout ce qu'il croyait contrôler n'était que du vent. Et que face à un homme comme mon père, il n'était qu'un joueur sans plan. J'ai alors décidé de me reconstruire, formation, organisation, nouvelles habitudes. Je voulais tout reprendre à zéro, mais cette fois sur mes propres fondations, avec mes règles. Chaque matin, je notais mes objectifs, même les plus simples, pour ne plus jamais me perdre dans les besoins des autres. J'avais passé trop de temps à m'oublier. Maintenant, je devenais enfin le centre de ma propre vie. Avec le temps, j'ai ouvert une petite agence de design, un rêve que j'avais mis de côté pendant des années pour soutenir la stabilité du foyer. Je me suis lancée sans bruit, sans annonce, sans grandes ambitions, juste l'envie d'essayer. J'ai loué un petit local, repeint les murs moi-même, installé mon bureau face à la lumière. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais peur de rien. J'étais à la fois vulnérable et invincible. Mes premiers clients furent des partenaires de confiance de mon père. Pas par pitié, mais par respect. Ils avaient vu ma force, ma discrétion, ma manière de ne jamais me plaindre. Ils savaient que je livrais toujours ce que je promettais. Et moi,
je faisais chaque projet avec le cœur battant, comme si je construisais un nouveau chapitre avec chaque plan validé. Mon indépendance grandissait au même rythme que ma confiance en moi. Je gérais mes horaires, mes finances, mes choix, et personne ne venait me corriger, me reprendre, m'interrompre. Chaque décision, même petite, portait ma signature. Je n'avais plus besoin d'être validée. J'étais enfin ma propre autorité. Chaque matin, je me réveillais en respirant un peu plus librement. Il n'y avait plus cette boule au ventre, cette peur du conflit, ce silence tendu dans la cuisine. Mon appartement n'était pas grand, mais il était lumineux, paisible, rempli de mes couleurs. Je choisissais mes fleurs, mes draps, mes musiques. Et je vivais chaque détail comme une victoire intime. 1 an plus tard, il ne restait plus aucune trace de la femme brisée que j'avais été. J'étais droite, sûre, présente. Les cicatrices ne s'étaient pas effacées, mais elles ne saignaient plus. Elles faisaient partie de moi, mais ne guidaient plus mes pas. J'avais appris à marcher sans elles. Et à chaque regard dans le miroir, je me reconnaissais un peu plus. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je me dis, j'ai perdu un mariage, mais j'ai gagné ma liberté. Rien n'était facile, rien n'était magique, mais tout était vrai. Je n'avais pas attendu d'être sauvée, je m'étais relevée seule. Et cette vérité-là valait plus que tous les serments. Parce qu'elle m'appartenait entièrement. Et dans cette nouvelle vie, je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Je ne cours plus après l'amour, la reconnaissance ou l'approbation. Je construis, je choisis, je respire. Et quand la nuit tombe, je me dis simplement, je suis en paix. Et ça, c'est la plus belle fin que j'aurais pu écrire. Il m'arrive encore, parfois, de repenser à ce déjeuner, à ce moment précis où tout a basculé. Non pas comme un traumatisme, mais comme un tournant nécessaire. C'était le jour où j'ai cessé de m'excuser d'exister, où j'ai compris que l'amour n'excuse pas le mépris. J'ai longtemps cru que pardonner signifiait supporter. Maintenant, je sais que parfois, partir est la forme la plus digne de pardon. Je croise parfois des gens qui me connaissaient d'avant et qui s'étonnent de me voir sourire sans effort. Ils disent que j'ai changé, que j'ai l'air plus calme, plus posé. Je ne leur explique pas que c'est ce que la paix intérieure fait à une femme qu'on a longtemps fait taire. Je me contente de répondre que je vais bien, et c'est vrai. Pour la première fois depuis des années, c'est entièrement vrai. Je ne ressens plus de colère, plus de rancune. Ce qui m'a blessé m'a aussi façonné, et je n'effacerai rien. Ces années passées à lutter dans le silence m'ont donné une force que personne ne peut m'enlever. Je ne cherche plus à être comprise. J'avance, tout simplement, avec la certitude que je n'ai plus besoin d'être aimée au prix de mon effacement. Un soir, en fermant mon agence, j'ai croisé mon reflet dans la vitrine et je n'ai pas détourné les yeux. J'ai souri, sans raison, juste parce que j'étais là, debout, fatiguée mais fière. J'ai repensé à toutes les fois où je me suis sentie invisible dans mon propre foyer. Ce temps-là est révolu. Désormais, je suis pleinement présente dans ma vie, et je ne m'en excuse plus. Ma mère m'a dit un jour, les yeux brillants, qu'elle ne m'avait jamais vue aussi forte. Mon père, lui, ne dit rien, mais ses regards sont plus tendres qu'avant, plus complices. Il sait ce qu'il a fait pour moi ce jour-là, et je sais ce que ça lui a coûté. Entre nous, il n'y a pas de grand discours. Il y a ce lien silencieux, indestructible, que rien n'a pu corrompre. Je n'ai pas cherché à me remettre en couple, pas par peur, mais parce que je voulais d'abord me retrouver. J'ai réappris à vivre pour moi, à rire sans justification, à pleurer sans honte. Chaque petit bonheur me semble mérité, chaque instant paisible est une conquête. Je ne suis plus une moitié de couple, je suis une femme entière. Un dimanche matin, j'ai pris ma voiture, la mienne, à mon nom, payée par moi et j'ai roulé jusqu'à Lyon, sans prévenir. Je suis passée devant la maison familiale, je me suis garée, et j'ai respiré profondément. Le même portail, les mêmes volets, mais plus du tout la même femme. J'étais venue sans peur. J'étais venue libre. À l'intérieur, les voix étaient les mêmes, les rires aussi. Mais moi,
Je n'étais plus dans le décor, je faisais partie du tableau. Mes tantes m'ont embrassée avec fierté, mes cousins m'ont écouté avec admiration. J'étais revenue sans bagage, ni visible ni invisible. Et cette fois, j'étais restée plus longtemps à table. Parce que je n'avais plus rien à cacher. Quand je suis repartie, mon père m'a serré contre lui un peu plus fort que d'habitude. Il n'a rien dit. Il n'a jamais eu besoin. J'ai démarré doucement, les mains posées sur le volant, les vitres ouvertes. Il faisait doux. La route devant moi était calme, et pour la première fois, je n'avais plus l'impression de fuir. J'ai roulé sans musique, juste le bruit du vent et de mes pensées. Et quelque part entre Lyon et Paris, sur une ligne droite bordée d'arbres, je me suis dit en silence, je n'ai pas juste survécu. J'ai repris possession de ma vie. Et cette vérité-là, valait plus que toutes les réparations du monde. Here we go, 2 dragons. Oh. Yeah, whatever this nerd said. I understand. Another one. Okay, you know what? Oh, that's cheating. Sir. Will you please descend from the platform? I cannot reach you up there. Sir? Please, sir. Sir, thank you. Love killing dragon with kitchen knives. Yay! Oh, stop! He's almost dead. Almost dead. There we go. Oh. And the dragon likes the high ground. What can I do? What can I do? And he flies. Hello. Alexu, did you learn anything new and useful so far? That I suck at the game. Otherwise, that I need to figure out how to deal with poison in this game. Because, yeah, I'm stuck with the Valiant Gargoyles. Ay, ay, ay. And yeah, they are poisoning me.
You're joking, right? He's not joking. He's very serious, actually. Yep. I don't know where he is. There he is. Get down this route. Bye-bye. Yay! Alright. Oh, we have a lot of monies. I wonder if these respawn. Do we try the big one? The big one? Okay, he's huge. We have to try. Oh. Bye, Red King. Oh my god! Oh my god, there's 10 dragons with him! That's cheating! The fuck am I supposed to do now? He's the size of planet Earth! They have red eyes! I can't climb on him! The fuck do I do? Do I just kill all the babies? One down, haha. Oh, he's giving money. On the sneak, take that. You too. Oh my god. Well, they're taking a lot of damage, can't lie. Another one down. Next. This is a mess. This is so messy. Shit. There's two more of you? Oh my god. The one thing that shouldn't happen happened. Oh, thank god you're slow as fuck. Oh my god, he woke up! What is happening?
to do?